Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Regarde de tous tes yeux, regarda. Par Yanis Tsiomis, architecte. Le voyage d'Orient, comme Le Corbusier l'appellera bien plus tard, dans un livre incorrigé juste un mois avant sa mort, en juillet 1965, rassemble les articles révisés, parus de juillet à novembre 1911 dans la feuille d'avis de La Chaux-de-Fonds, sa ville natale. Ces articles sont issus des carnets de voyage que tint Charles-Édouard Jeanneret, et figurent parmi les premiers de ces carnets que l'architecte remplira tout au long de sa vie. Sur ces années de formation par le voyage, la bibliographie abonde et il ne me semble pas utile de répéter ce qui a été déjà écrit et bien écrit d'eux. Plusieurs publications reproduisent par ailleurs la correspondance du jeune architecte lors de ses voyages ainsi que, en fac-similé, les carnets dans lesquels croquis et notes alternent, et où parfois les notes deviennent futurs dessins et les dessins supports de commentaires. Le Corbusier consigne à chaud ses observations par des croquis aux traits rapides ou par des mots, en un mélange où les agacements, la comptabilité, les horaires de train et les itinéraires, mais aussi les réflexions intimes. Ces châles splendides pour les parents, blancs avec fleurs bigarrées, distinguées. Largeur 170 cm, note-t-il près de Budapest 3, côtoie l'émerveillement ou la réprobation devant les architectures visitées. Et tout au long il rend compte de ses découvertes par des lettres à sa famille, à son professeur Les Plateniers ou à William Ritter, qu'on retrouvera plus loin. C'est grâce à ces sources que j'aimerais montrer la différence du regard que Jeanneret jette sur l'Europe du Nord et de l'Ouest, et sur l'Europe du Sud-Est et du Sud. Car l'Europe pour Jeanneret finit en Bulgarie, au-delà c'est l'Orient. Pourquoi, pourra-t-on se demander, avoir choisi de s'appuyer uniquement sur ces sources et ne pas avoir utilisé davantage le voyage d'Orient? Pour explorer ce thème, on peut distinguer trois types de sources, les carnets, les correspondances et la publication. Or le voyage d'Orient regroupe et complète, je dirais surtout complète, les articles parus dans la feuille. Si l'on compare les notes prises dans ces carnets, les articles et le livre publié près de 50 ans plus tard, ce dernier paraît trop littéraire, trop arrangé, trop beau. C'est le Corbusier qui parle avec son expérience et sa sagesse, et non plus Jeanneret. Au récit de voyage destiné au grand public, aux mémoires intimes, j'ai préféré le journal écrit au fur et à mesure que le jeune architecte, partant de Berlin le 7 mai 1911, découvre les Balkans, la Turquie et la Grèce avant de s'embarquer à Patras pour Brindisi autour du 4 octobre 5. Dans la tradition du Grand Tour, le voyage a toujours joué un rôle majeur dans la vie de tout architecte. Voyage d'initiation, voyage de classe comme le Grand Tour des jeunes aristocrates anglais, voyage de pure curiosité pour connaître les mondes de l'architecture et des paysages, voyage institutionnel, voyage de consécration comme pour les prix de Rome. On pourrait ainsi établir une typologie du voyageur architecte qui s'instaure depuis au moins 3 siècles en Europe, et plus particulièrement en Angleterre, en France, en Allemagne. Les itinéraires peuvent changer en fonction du pays d'origine, des intérêts que porte le même pays au pays de destination, des itinéraires de pur conformisme ou de pure curiosité, des itinéraires empruntés pour des raisons confessionnelles 6. De Soufflot à James Stewart ou Julien David Leroy, en passant par Friedrich Weinbrenner ou Leo von Klenz, pour arriver aux architectes latino-américains, américains du Nord ou japonais contemporains. Ce qui a changé, c'est surtout la technique de consignation des impressions, du croquis à l'appareil numérique, des notes et lettres manuscrites au courriel, en passant par les cartes postales, et la rapidité du déplacement. On ne se demandera pas si ces changements de technique du regard, par les différentes prothèses qui règlent automatiquement, distance de prise de vue, zoom, diaphragme, lumière, etc., joint à la facilité de déplacement, au passage du voyage voulu au voyage sans intention, de l'attention à l'inattention, ne constitue pas profondément un bouleversement des sensations de l'architecte, surtout du jeune architecte. En tout cas, à partir du début du XIXe siècle, on peut observer comment le regard se réfracte, ainsi qu'en témoignent les dessins et les lettres de l'architecte berlinois Karl Friedrich Schinkel 1781-1841, lors de ses voyages en Italie ou en Angleterre. Au-delà des architectures consacrées, il regarde, dessine et annote des paysages, des architectures vernaculaires, des usines, des machines, habits, hommes ou femmes, plantes, fleurs, animaux. En un sens, c'est à lui que ressemble le plus le Corbusier qui, jusqu'à la fin de sa vie, observe et croque bijoux, tissages, tapisseries,
danse populaire et animaux emblèmes des pays visités. La vache de Chandigarh n'est pas un accident de parcours, mais bien le témoin d'une pratique de vie, même si on doit tenir compte de cette prédisposition corbuséenne à l'attention portée à l'artisanat, due à son pays natal, au père horloger, à la formation auprès de Charles Lesplatnier à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds notamment. Technique de déplacement et changement de regard. Si Le Corbusier est l'un des premiers architectes à aimer et à utiliser l'avion, c'est toujours côté hublot qu'il se place pour lire d'en haut la topographie, les constituants du paysage. Évidemment, l'avion, ce symbole des temps nouveaux, 7, oiseau planeur comme le nommera Le Corbusier, planant, devient donc planifiant lorsqu'il survole les villes, 8. C'est par avion que se fait à Rio de Janeiro en 1929, la révélation non pas du paysage, déjà découvert du temps de la jeunesse à la Chaux-de-Fonds, mais de la structure du paysage comme incitatrice et ordonnatrice du projet neuf. Que cette nouvelle vision conduise plus tard à la morne et violente métaphore du parachutage urbanistique, tel que le transcrit en 1941 le complice de Le Corbusier à Vichy, François de Pierrefeu, pouvoir déposer par parachute ses plus vastes cubes et ses plus audacieux parallélépipèdes sans toucher à une herbe du paysage, 10, ne fait pas de doute. Mais quelques années plus tôt, dans l'euphorie illusoire de la technique œuvrant pour le triomphe de la paix et de la ville, en 1935, Le Corbusier écrira de cette vision d'avion, la contemplation de la terre vue d'en haut conduit à la méditation. 11 à pied ou à dos d'âne en Grèce, en train à travers l'Europe, dans les années 1908 à 1910, en paquebot, en zeppelin ou par avion traversant l'Atlantique, dans les années 1930, par avion encore vers l'Inde, dans les années 1950, Jeanneret Le Corbusier use de tous les moyens pour se transporter ailleurs. C'est-à-dire pour changer de regard, changer de prise de vue, pour pouvoir passer du panoramique horizontal à la vue à vol d'oiseau à la verticale, non plus par extrapolation plus ou moins approximative, dont les peintres, les architectes, les géographes, pour ne rien dire des littérateurs, ont joué pendant des siècles. 12, non plus donc, cette vue sans risque, n'était celui de l'imagination, mais la vue à vol d'avion qui offrait la vue et le risque réel. Bref, le voyage et les techniques de transport changeants offraient des représentations et des dessins changeants par des contemplations et des méditations renouvelées. Méditation du voyageur. Les voyages sont l'occasion d'intérioriser ce qu'on reçoit et d'extérioriser ce qu'on ressent. Ce sont des moments d'introspection. Mais ils sont aussi des révélateurs de l'attention portée à ce qu'est l'autre. On reviendra sur ce point important en suivant les notes et lettres de l'architecte envoyées lors de son voyage d'Orient. Le Corbusier voyageur s'inscrit dans une tradition et ne se distingue des autres architectes que par le nombre des moyens de transport, les différents objectifs poursuivis, mais aussi par cette vision depuis l'avion qui démultiplie les possibilités et annonce de nouveaux projets. Cette différence est de taille. Ce qui distingue le voyage de C.H. Jeanneret de celui de ses contemporains de l'école et de la tradition du Grand Tour est précisément la conscience claire de pouvoir recommencer, qui affleure continuellement dans ces pages. Les notes, les croquis esquissés, les dimensions relevées ne sont pas des fins en elles-mêmes, ne font pas partie de la culture du voyage, mais cessent d'être journal de bord pour devenir projet. Savoir comment et pourquoi on a projeté, est déjà projet. 13 En observant les croquis et les notes et en lisant les lettres de voyage de K.F. Schinkel presque un siècle plus tôt, on y voit pourtant incontestablement la même intention de lire les architectures visitées en vue du projet, et on peut dire en ce sens que Jeanneret, avant même de devenir Le Corbusier, s'inscrit déjà dans une continuité et opère une rupture. L'architecte franco-suisse est un condensateur de tous les types de voyages qu'on retrouve disséminés chez tous les autres. Bagages et trajets. On connaît l'appareillage que C.H. Jeanneret emporte dans ses bagages. Carnet pour des notes et des croquis, crayons et aquarelles, papier canson, tablettes rigides comme support, jumelles et plus tard, appareil photographique à plaque de verre ICA Cupido 80, guide Badker pour une préparation minutieuse ou itinéraire, horaires de train, hôtels sont consignés 14, en même temps que des remarques plus inattendues. Lire de Flaubert l'éducation sentimentale. Note-t-il dans son carnet à Vienne en mai 1911-15. Ce sont ces outils d'un jeune homme préparé au voyage qu'il emportera avec lui, en 1911, vers les Balkans et jusqu'à Athènes en passant par Istanbul. Mais dès l'année 1907, Jeanneret commence à traverser l'Europe. En septembre, il visite l'Italie, Milan, Pavie, Gênes, Lucques, Florence XVI et l'incontournable chartreuse d'Emma, Galuzzo,
Sienne, Ravenne, Bologne, Vérone, Padoue, Venise. Puis c'est le premier contact avec l'Europe centrale, Budapest et Vienne. L'année suivante, en 1908, c'est encore Vienne et en février l'Allemagne, Nuremberg, Munich, et ensuite la France, Strasbourg, Nancy, Paris, avant de rentrer chez lui à l'automne 1909. En avril 1910, il repart cette fois-ci en mission à Munich puis en juin à Berlin pour la rédaction d'un rapport sur tout ce qui intéresse l'enseignement professionnel, l'organisation des métiers d'art, la création, la fabrication et la vente des productions artistiques. Vous pourriez joindre des notes sur tout ce qui concerne l'art dans la ville et dans l'architecture. En résumé, sur tout ce qui pourrait favoriser le développement de l'art et de la beauté chez nous. Ce sont les indications qu'il reçoit de son maître Lesplatenier pour cette étude commandée par l'école d'art de la Chaux-de-Fonds 17. À la suite à ce voyage d'études, de 1910 à 1915, Jeanneret travaillera son manuscrit qu'il laissera inachevé et qui ne sera pas publié que quelques 80 ans plus tard 18. Sur Berlin, Jeanneret écrira à William Ritter. Berlin m'apparaît sous un jour fort peu défini. Les impressions des beautés s'y mélangent avec des sentiments de la plus noire désolation. 19. Bien entendu, ces voyages sont de formation à travers ce qu'il voit et dessine, mais aussi sont en quête d'apprentissage auprès des architectes en vue. Par exemple sa tentative à Vienne pour entrer à l'atelier de Joseph Hoffmann 20. À Paris, il visite des ateliers Jourdain, Plumet, Sauvage, celui des frères Perret, où il travaillera de juin 1908 à l'automne 1909. À Berlin, entre octobre 1910 et avril 1911, il travaille chez Peter Behrens. Behrens, lui, ne sait que nous terroriser. Nous ne trouvons là aucune sollicitude, aucune affection. 21 Mais il rencontre des intellectuels, écrivains, peintres, musiciens. Et c'est à Munich que Jeanneret n'aura des relations avec William Ritter. Originaire de Neuchâtel, peintre, écrivain, historien d'art, journaliste installé à Munich et grand explorateur intellectuel des Balkans, il sera le principal instigateur du voyage d'Orient 22. Il sera l'initiateur d'un regard esthétique et ethnographique complexe sur ce monde éloigné de l'Europe occidentale, non seulement par ses cultes et cultures, mais surtout par ses divisions ethniques, nationales, qui se transforment en guerres non conformes, il est vrai, à ce qu'on attend de guerres intereuropéennes qui se respectent. Car nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale. Culture, folklore, industrie. D'un trait fort, Le Corbusier représente les itinéraires qu'il suivit entre 1907 et 1911, lors de ses voyages en Italie, en Autriche, à France, en Allemagne, et surtout lors d'un autre voyage qu'il fit de mai à octobre 1911, cherchant la leçon qui m'éclairera, essayant de saisir la naissance de l'art, la raison de l'art, la place de l'art. Les modes de Paris, celles de Vienne, de Berlin, de Munich, paraissent douteuses aux futurs architectes affectés par l'arbitraire des créations d'alors. On peut penser qu'il est injuste vis-à-vis des villes qui lui ont si vite et tant donné. Mais Jeanneret écrivait cela en 1925, la bataille contre l'académisme étant déjà engagée. Et il poursuivait : j'entrepris un grand voyage qui allait être décisif, à travers les campagnes et les villes des pays réputés encore intacts. 23 pays intacts ? Voir. Mais sous la plume de Le Corbusier, pays intacts signifie des pays non entachés par la contradiction d'un art arriéré académique et d'une industrie avancée, mais dévastatrice. C'est tout simplement que les pays intacts en question étaient pour la plupart encore ruraux, petits, fermés sur eux-mêmes, dotés de structures ottomanes moribondes, déchirés par des religions différentes, des terres à partager, des États-nations à inventer, proies exaspérées et donc sur la défensive des puissances européennes, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Russie. De Prague, je descendis le Danube, je vis les Balkans serbes, puis la Roumanie, puis les Balkans de Bulgarie, Andrinople, la mer de Marmara, Stamboul, et Byzance, Brousse d'Asie. Et puis l'Athos. Et puis la Grèce. Puis le sud de l'Italie avec Pompéi. Rome. Et plus loin il conclut, Turquie d'Andrinople, Byzance de Sainte-Sophie ou de Salonique, Perse de Brousse. Le Parthénon, Pompéi, puis le Colisée. L'architecture me fut révélée. 24 C'est en mai 1911 que l'architecte part pour Dresde, Prague et Vienne avant d'entamer le périple d'Orient. Du Berlin allemand à la Vienne austro-hongroise, de la Belgrade serbe à Istanbul et la Thessalonique ottomane, d'Athènes la grecque en Italie. À l'insu de Jeanneret, il y a une cohérence géopolitique dans le voyage d'Orient. Publié en 1925,
l'art décoratif d'aujourd'hui contient la carte de l'Europe centrale, avec au nord l'Allemagne, à l'ouest la France, au sud l'Italie et la Grèce, et à l'est, juste un petit morceau de la Turquie occidentale où figure Istanbul. Cette carte est d'un double intérêt. Non seulement elle dessine les trajets suivis par Jeanneret entre 1907 et 1911, mais elle porte aussi des indications C, F, I, et une légende, C culture, F folklore, I industrie. Selon ces indications, Paris est industriel et culturel, l'Italie, Rome, Pise ou Naples seulement culturel, l'Allemagne essentiellement industrielle, mais plus on descend vers le sud-est et plus le folklore s'impose. Tous les pays balkaniques sont constellés de F, jusqu'à ce qu'on atteigne Istanbul où le C de la culture réapparaît surtout grâce à l'architecture byzantine, avec des F, tandis qu'à partir du mont Athos, marqué par deux C, Thessalonique et surtout le sud de la Grèce, Delphes et Athènes, le C est dominant. À défaut d'une vision géopolitique, cette division de l'Europe indique une vision accent aigu culturelle, rappelant encore une fois que les regards des voyageurs sont toujours lacunaires non parce qu'ils n'observent pas tout, mais parce qu'ils interprètent à partir de présupposés et de catégories ou classements préétablis. Le vernaculaire, l'artisanat ne font pas encore partie d'une culture, mais d'une expression pure, ethnographique d'où l'art contemporain peut certainement tirer profit comme le cubisme a tiré profit des masques africains. Cette vision, Jeanneret la véhicule aussi et en ce sens, il ne se distingue pas encore des autres visions courantes grécocentriques, c'est-à-dire européocentriques. Si la Grèce qui est alors appartient encore au voyage d'Orient et ne diffère pas beaucoup des autres pays balkaniques où l'Empire ottoman est présent, si cette Grèce est couverte de C, c'est parce qu'il s'agit de la Grèce classique. Quand on parcourt les premiers carnets de Jeanneret, on s'aperçoit que cette tripartition de l'Europe n'est pas conçue a posteriori en 1925, mais qu'elle est présente dès 1910 quand il prend des notes désordonnées sur la Baustellung Berlin de 1910 et sur l'école d'art de Hambourg, visitée en 1911. Jeanneret montre alors la même perspicacité que Mies van der Rohe plus tard, quand il fait un rapprochement entre les architectures néoclassiques de Schinkel et ses meubles et Behrens. La section Alt Berlin 1830 à 1850 ou Schinkel, théâtre 25 et grosse architecture, et plusieurs salles, à coucher, salons, vestibules, sont montées de toutes pièces en vieux meubles exquis, va certainement influencer les recherches actuelles, accuser la voie que Behrens dans ses derniers meubles et ses dernières architectures avait montrée. Quoique Behrens n'ait point encore le charme et l'art de ces meubles qui doivent beaucoup à une si belle tradition. 26 Ce rapprochement des leçons de Schinkel avec l'artisanat, l'art décoratif et l'industrie moderne est constant, comme les références au Werkbund et à Peter Behrens. Ainsi, l'usine AEG de cet architecte ou encore les meubles, lampes, tout ce qui se fait en Allemagne et à Vienne et s'expose pour la vente les œuvres d'artistes dignes, abat-jour, plastique. 27 Côtoie la manufacture royale de porcelaine, le pompier à peine de moderne et du mauvais, à peine quelques heureuses copies Louis XV, et pas même de ces superbes choses empires comme j'en voyais hier au Schloss Charlottenhof. Les salles d'exposition dans le goût de Guillaume II. Et immédiatement après, AEG pour Haushaltung, théière, cuisine, ventilateur, etc. AEG pour appareillage d'éclairage s'adressait à l'Abteilung spéciale Luisenstrasse. 28 Une attention portée à l'œuvre du grand Schinkel, de qui il note, Schinkel Entwürfe 70 marques, gravures originales. 60 par 45, 50 ou 60 pages, comme les Védioutes de Piranèse, dont Jeanneret fait des croquis. Tout ceci gravures de Piranèse admirables, 29, et à ses constructions comme le Chospilos. Enfin à un plafond une arête noire qui fait poser le plafond d'une façon toute particulière sur une plate-bande. Chospilos Berlin, mais attention aussi à une fabrique près de Potsdam briques rouges, et immédiatement après. Pourquoi ne pas établir plutôt des autobus que des tramways? La rapidité est plus grande et l'enlaidissement moindre. Et les frais aussi. Ceci pour des villages à circulation et capitaux petits. 30. Ce mélange de genres, de styles, d'époques, témoigne de cette mobilité typiquement corbuséenne entre l'art et l'industrie, mobilité qu'on retrouvera dans le voyage d'Orient, mais cette fois soit entre folklore et art moderne, dans les Balkans, soit entre culture, antique et architecture moderne, en Grèce ou en Italie. Plus on descend vers le sud-est européen et plus le regard, sans jamais abandonner l'architecture, se porte sur les paysages, les goûts, les humains authentiques. À Bucarest. Les femmes celles qui se peignent la figure belle, 31 au monastère de Caldarouchani en Hongrie chez le métropolite Gennadier,
réception. Confiture de rose et un verre d'eau. Puis un café turc. Dîner. Un tsouika olive noire avec allumettes et pain coupé, 2 à 1 sardines, 3 salami, langue jambon, 4 soupes oseille havées, morceaux poisson, 6 écrevisses, 6 poissons au vinaigre, 7 poissons frits, 8 fromages, 9 biscuits, 10 cafés turcs, 11 confitures de rose. 32 Nous sommes déjà dans les Balkans sous influence ottomane, et ce relevé culinaire qu'on pourrait retrouver en Grèce se répétera en Turquie. Mais pas de telle notation en Grèce. Ces détails, importants pour un voyageur, seront complétés par de fines remarques. Le métropolite ne fait pas de prière pour le repas. Tête de faune Rubens et Moïse parfois. Les plafonds sans lustre. Costume du métropolite et sa canne. Le protestantisme qui manque de ce tact, et de cette sensualité nécessaire qui fait que l'animal a sa part et que l'homme vit sur une base. Ce comparatisme avec son monde d'origine, Jeanneret le développera constamment. Ce sont des relevés à usage personnel qui informent sur ce caractère distant à l'extérieur et bouillant à l'intérieur. La comparaison entre orthodoxie et protestantisme indique que Jeanneret, et plus tard quoi qu'on en ait dit, Le Corbusier, est habité par l'être humain autant que par l'architecture. Mais cette présence de l'homme, jamais mièvre, est indiscutablement sélective. Dans quelques jours nous serons en Orient. Jeanneret annonce ainsi son voyage à William Ritter. Pour clore ma vie d'études, je prépare un voyage très grand. La terre slovaque, la plaine d'Hongrie, les pays bulgares, les pays roumains que je ne sais les qualifier. Vous me les avez tant vendus cher que j'y veux aller. Je veux parcourir à pied un coin de cette bohème restée intacte, revoir Vienne et l'aimer. Cette fois descendre le Danube en bateau, et aboutir à la Corne d'Or au pied des minarets de Sainte-Sophie. Et ensuite ce pourra être la parfaite extase si je ne suis point d'imbécile, et si mon âme est de celles qui peuvent devant les marbres immortels tressaillir ineffablement. Et ce voyage, je le veux splendide. 33 Tout au long de cette correspondance, avant le voyage, on peut lire clairement l'influence de W. Ritter et de ses écrits sur Jeanneret. Mais aussi l'influence des lectures que cet ami savant lui conseille, comme Pierre Loti ou encore Claude Farrer, un des modernes essentiels pour une compréhension réaliste de l'Orient. 34. Le voyage sera splendide, extase comprise, et ce programme sera respecté. À midi nous avons vu dans des excavations peu profondes de la rivière des troupeaux entiers de buffles dormant dans l'eau, couchés, la tête toujours haut et comme enténébrés sic, spectacle inattendu et étrange. C'est maintenant le dernier coup d'œil vers l'Europe, vers la grande plaine brune. Il faut se tourner résolument vers le sud. Et dans quelques jours nous serons en Orient. 35. Ces notes, Jeanneret les prend à Tirnovo 36 en Bulgarie fin juin 1911. Au-delà, l'Europe se termine pour céder la place à l'Orient, c'est-à-dire à ce qui reste de l'Empire ottoman, qui va s'effondrer quelques années plus tard pour donner place à la Turquie de Kemal Atatürk. À Kasanlök, ce fut la première ville où abonde l'élément turc. Un quartier turc complet avec ses boutiques et ses cafés, ses gosses nus ou à moitié pataugeant dans le ruisseau. Un cimetière sikh, s'étend au-delà liant la ville à la plaine et lui faisant une porte de rêverie. Car il est splendide ce premier cimetière turc que nous voyons immense. Les pierres hérissent une brousse comme des menhirs mais elles sont surtout minuscules. C'est incohérent sans ordre et sans taille, sans désignation, sans sentence et sans symbole. Cette rencontre avec l'Orient, marquée par des notes sur les hommes, les femmes, les cafés, les animaux, a déjà commencé dès que Jeanneret et son compagnon Klipstein ont entamé leur périple à travers les Balkans. Cela peut s'expliquer par le fait que les hommes et les femmes, leurs habits et leur mode de vie, les villes mêmes Berlin, Prague, Vienne, ne diffèrent pas de ce que l'architecte connaît à la chaux-de-fonds. Mais on peut supposer que c'est aussi un regard orienté par la lecture de Pierre Loti. Les observations sur les habits et les comportements vont se succéder et se multiplier à partir de là. On dépasse des convois de Turcs avec femmes et gosses et ânes qui portent les bagages. Les Turcs grands. Les femmes toutes 37 couvertes d'un voile bleu indigo bordé d'un large bord, 15 cm, rouge lit de vin. Quelques-unes ont une jupe noire par-dessus leurs culottes. D'autres les jeunes de belles culottes, la véritable et très chic jupe culotte. La simplicité grande de ce costume est plastique et jette un défi à nos confections occidentales. L'uniformité du port du châle bleu et rouge donne un grand caractère à ces troupes où les hommes apportent avec leurs turbans et leurs chemises bariolées, une note plus bigarrée. 38 C'est bien sûr un regard du peintre,
mais c'est aussi un regard ethnographique à défaut d'être ethnologique, regard qui diffère de celui qui est jeté sur les rues de Paris ou de Berlin, où jamais Jeanneret ne note l'habillement ou le comportement des hommes et des femmes dans les tramways, sur l'Unter den Linden ou la rue de Rivoli. C'est par ce biais qu'on peut comprendre ce que Jeanneret entend par folklore, qui sied seulement à ces peuples purs, c'est-à-dire non marqués par la mutation industrielle. Cette admiration de la pureté n'est pas forcément acritique et exempte d'humour ou même d'énervement. Dans les cafés, le patron vous allume toujours votre cigarette. Le patron nous présente la serviette. On se lave les mains en entrant, et en sortant le patron présente le linge. On boit dans des petits estaminets pleins de milliers de mouches. Au restaurant, les clients entrent, tous des Turcs, et font la visite des marmites. On s'assoit. On vous apporte la serviette, une soupe de pâtes avec du citron, puis des petites curcubites farcies, puis du riz. Et tout ça coûte 80 centimes. On se lave les mains en sortant, et le patron vous tend la serviette. Faut subir cette présence d'indiscret qui toujours se renouvelle et être heureux s'il ne campe entre votre peinture et vous. 39 plus loin, il note l'hospitalité, le fait que suite à 2 verres cassés par lui-même dans un café, le patron a l'air très offensé parce que je veux payer. Et il conclut: les petits cafés ont remplacé les bières. Les braves petits ne coûtent qu'un sou, vive la Turquie, vive les petits cafés. 40 mai à Scutari, dans un petit café, il se révolte. Un bonhomme joue de la cornemuse indéfiniment, et le thème est le même pendant des heures. Tout est petit mesquin, bien turc. La fanfare répète 100 fois le même motif stupide, le cortège qui suit porte des petits drapeaux ridicules. Les phonos éclatent partout. Sous des l'aube, les gens sont accroupis, les femmes insipidement sikh voilées 41. Et plus loin, dans le cimetière juif d'Istanbul, il note: des femmes sont accroupies sur un donjon écroulé, dans leur noire capuche elles ont l'air de harpies. De ces femmes sont brunes aussi. Elles sont comme certains démons qui ornent la balustrade des tours de Notre-Dame. Et tout cet ensemble me fait penser aux femmes tristes qui s'accrochent dans Saint-Paul-Roux, au donjon de Divan. 42. Les femmes turques insipidement voilées, les femmes juives au cimetière comme des harpies ou des démons. On le voit bien, le regard ethnographique de Jeanneret atteint ses limites. Mais ces impressions ne peuvent pas toutes être taxées de fausseté, car les femmes sont en effet insipidement voilées, et celles accroupies dans le cimetière habillées en noir peuvent avoir l'air dans la nuit tombante de démons que le brouillard inonde peu à peu, et dans lequel même les cyprès sont tragiques. En revanche, c'est un petit jeune du Jura qui écrit: tout est petit mesquin bien turc. Contradiction que chacun porte en soi face à l'autre, preuve encore que l'incompréhension et la banalité guettent même les génies. Et pourtant Jeanneret se rattrape en Italie, 2 mois plus tard, où il trouve que les gens dans les rues crient et manquent de tact. Tout porte à distinguer les Turcs. Ils étaient polis, graves, ils avaient le respect 43 des choses. Leur œuvre est immense et belle, grandiose. Quelle immuabilité, quelle sagesse 44. Mais Jeanneret parle-t-il des Turcs ou de ce qu'il reste de leur vertu naturelle? En tout cas, la comparaison entre les Italiens et les Turcs le conduit à mener une réflexion plus générale sur la civilisation du progrès attилesque. Lisons-le. Hélas, pourquoi ça s'écroule-t-il? Ça s'écroule partout. Toute honnêteté tombe. La salissure monte. Où y aura-t-il encore de la chaste vie? Où y a-t-il? Les horreurs partout humilient les vertus naturelles. La candeur a honte, elle se retire. Le progrès se fait attilesque. Quel horrible nivellement sera-ce donc? Le japonais porte le monocle, et la jungle décèle dans l'oubli les pierres dans les pagodes. Madame de Staël ne désirerait plus mourir après le Naples d'aujourd'hui. Le Parthénon est mort. La technique a tué Philae 45. L'alcool, les nègres et la religion a mis des habits sur leurs belles formes nues, et il ne reste plus rien qui soit original. Pourquoi notre progrès est-il laid? 46 mai dans une lettre à W. Ritter, il écrira pourtant: je veux vous dire mes dogmes nouveaux. Nous sommes remarquables, grands et dignes des époques passées. Nous ferons mieux. C'est là mon credo. Les primitifs sont des hommes à la mode. Ils ont passé. C'étaient des sauvages et nous sommes des civilisés. 47 On voit dans ces lettres une certaine vérité et aussi ses limites. C'est cela qui rend Le Corbusier attachant. À travers le jeune Jeanneret se dévoile la méditation dont il a parlé, et tous les sentiments contradictoires que font naître les voyages.
Il y a aussi cette vision calviniste qui le tient à distance de l'Italie catholique. Tout s'est écroulé en Italie. L'Italie n'est qu'un cimetière où les dogmes qui furent d'une religion pourrissent sur le sol. Était-ce croyable une telle décadence? En 4 ans j'ai fait une poussée terrible. Je me suis gavé en Orient d'unité et de puissance. 48 Son refus du baroque viendrait-il de là? En tout cas, il y a encore l'orientalisme qui incite à voir la pureté et la nature chez des peuples où sévit malgré tout, encore le féodalisme et la ruralité étriquée. Mais il y a encore, forte, cette influence de l'éplatenier et la recherche d'un art autochtone 49. Et de manière contradictoire, il y a aussi du Rousseau chez le jeune jurassien. Mais en même temps, à travers ces lignes, peut-être prémonitoires, s'installe le doute sur le progrès et l'horrible nivellement qui guette l'humanité. Doute que Le Corbusier tentera d'effacer quelques 10 ans plus tard, en essayant de domestiquer la technique pour le bonheur des hommes, à travers la ville et le logis. Pour le pire parfois, pour le meilleur le plus souvent. Istanbul, le mont Athos, Thessalonique. Istanbul émerveille Jeanneret. Il y restera 42 jours et dessinera assidûment la Sainte-Sophie, les musées, le Souleymaniye et les Jamis de Sinan, Topkapi, tous les monuments mais aussi des maisons, des cours ombragées, des détails de portes, des grilles de fond de peintes, des fontaines, des cafés. Et puis, après une longue description d'une cérémonie des derviches hurleurs, avec des annotations sur les rythmes et la danse, il écrit « Tous gémissent Salah », avec des éclats de tristesse, comme le commencement d'un rugissement de lion, puis ça rappelle le peuple d'Oedipus. C1, le premier chanteur, brode constamment là-dessus, et la gutturale répond en bloc, à chaque intervalle de 10 secondes de durée. À la 50, on voit ici que Jeanneret connaît la musique. Sa mère pianiste et son frère compositeur l'accompagnent et ne sont jamais bien loin. Et pourtant, malgré toutes ces merveilles, il n'oublie pas ce qu'il va devenir. J'ai vu 2 fois et me suis promené avec lui, mon patron Perret de Paris. Ça m'a donné le spleen, la terreur d'une petite vie provinciale puisqu'il m'apportait tout Paris avec ses poètes modernes et ses musiciens et ses peintres. Et quand ce ne serait que Paris seul pour lui-même. Me revoici français. Ai-je jamais réussi de l'être? 51. Les 2 derniers dessins d'Istanbul sont faits depuis le bateau. Ce sont des vues panoramiques de Galata et de la mer de Galata où figurent le Yeni Jami, le Souleymaniye, Sainte-Sophie jusqu'au Sérail 52. Elles préfigurent les croquis de Buenos Aires ou de Rio que Le Corbusier fera du paquebot, 18 ans plus tard, et témoignent de la constance de son regard quand il s'agit de capter le paysage. C'est à partir du mont Athos, où il arrive le 24 août, que commence l'aventure dans ce monde qui parle grec sans être encore la Grèce. Un dessin de la presqu'île fait du bateau annonce ce nouveau monde avec l'inscription Lathos 53. Déjà auparavant, Jeanneret prépare cette transition en transcrivant en caractère latin ou même en caractère grec des mots grecs. Quelques mots en hongrois, mots utilitaires, une chambre, chair, cigare, manger, boire, réveiller 54, sont traduits à la fin du carnet 2, mais l'absence de mots turcs et la pléthore de mots grecs avec des transcriptions souvent approximatives 55 montrent les attentes du jeune voyageur à l'égard du pays qui parle grec et de la Grèce. Ce ne sont pas seulement des mots utilitaires de voyageurs, mais aussi des transcriptions de noms de monastères du mont Athos et de noms de moines ou diacres à rencontrer dans ces monastères 56. Il est visible que quelqu'un avait donné ces tuyaux à Jeanneret à Istanbul, en tout cas avant qu'il atteigne le mont Athos. Mais l'alphabet grec lui servira aussi plus tard, sur les sites archéologiques, à copier des inscriptions sur des stèles ou des soubassements à Delphes ou à Athènes 57. Au mont Athos, l'Athos n'est pas beau, il est intéressant 58. Jeanneret suit la procédure toujours en vigueur aujourd'hui pour obtenir un visa permettant de visiter les monastères et il passe d'abord par Cariès, la capitale de ce territoire au statut autonome, depuis Byzance jusqu'à son rattachement par la Grèce en passant par l'Empire ottoman. Mais il possède une lettre de recommandation et non des moindres, signée par le patriarche de l'Église orthodoxe de Constantinople qui présente Jeanneret comme architecte qui vient à votre lieu au nom sacré pour visiter les églises sacrées et faire une étude architecturale d'elles, 59. Jeanneret visitera un grand nombre de monastères, au moins 7, et fera des dessins d'ensemble, surtout des monastères les plus impressionnants, ceux qui sont perchés sur des rochers, ou de détails d'églises, de portes de fenêtres, des dallages.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.